L'éruption d'Enrique Riquelme dans le paysage électoral madrilène, c'est un événement rare. S'attaquer à Florentino Pérez, l'homme qui a modernisé le club, livré le nouveau Santiago Bernabéu, s'apparente à une ascension de l'Everest sans oxygène. Bon, après des années de domination sans partage, l'idée d'une alternative a germé chez certains socios. Riquelme, lui, il incarne une nouvelle génération d'hommes d'affaires, président de Cox Energy, plus jeune et potentiellement plus connecté au nouveau mode de consommation du football mondial. C'est ici que le combat se corse. Les conditions pour se présenter à la présidence du Real de Madrid sont extrêmement restrictives. Il faut être membre des socios depuis au moins 20 ans, être capable de garantir personnellement 15% du budget du club, soit plusieurs centaines de millions d'euros. Riquelme est l'un des rares à avoir le profil financier. Mais la barrière de l'ancienneté et la caution bancaire sont des obstacles conçus pour stabiliser le club selon les critiques. Voilà. Et aussi, les gens disent que ça permet aussi de protéger le président en place. Donc, pour détrôner Florentino Pérez, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut avoir un projet sportif qui fait rêver, des noms, des joueurs ou des entraîneurs iconiques. Et aussi, il faut avoir une vision claire sur la gestion de l'après Bernabéu. Et quel mieux le joue gros. Il faut noter que s'il ne parvient pas à présenter une candidature solide cette fois-ci, au moins, il a préparé les terrains pour l'après Florentino Pérez. Donc, selon moi, c'est une excellente nouvelle pour la démocratie du club. Même si Pérez reste l'immense favori avec un bilan sportif financier aussi exceptionnel. Mais on commence à voir l'existence d'une opposition forte à la direction actuelle et ça va permettre à la direction de ne pas dormir sur ses lauriers. Riquelme va apporter un souffle de modernité, mais pour battre le bâtisseur du Real, il devra prouver qu'il n'est seulement pas un financier, mais le garant de l'identité madrilène. Qu'est-ce que vous pensez de cela? La déclaration de M. Ramon Calderón, ancien président du Real de Madrid, en réponse à la conférence de presse de Florentino Pérez. Il dit: je ne ressens ni peine ni honte. Il ne fait aucun doute que la situation actuelle est bien plus dangereuse que ce que nous pouvions imaginer. Il faut noter que ces déclarations agissent comme un coup de tonnerre dans un climat extrêmement lourd à la Maison Blanche. Pour comprendre la partie, il faut analyser le contexte de cette sortie face à un Florentino Pérez qui est dos au mur. Ramon et puis Florentino incarnent deux visions opposées du Real de Madrid. En affirmant que la situation est bien plus dangereuse que ce que l'on imagine, Calderón ne parle pas seulement des résultats sportifs décevants, mais de la deuxième saison blanche consécutive. Il pointe du doigt la structure même du club. Sa crainte majeure est déjà exprimée par le passé est que le Real de Madrid perde son statut de propriété des socios pour devenir une société anonyme. La conférence de presse de Pérez était une manœuvre défensive agressive de dénonciation d'un complot médiatique, c'est l'annonce des élections anticipées et un refus de discuter du sportif malgré les tensions dans le vestiaire. En répondant immédiatement, Calderón cherche à décrédibiliser la posture de victime de Florentino Pérez. Pour lui, la peine ou la honte n'ont pas leur place car le problème est systémique. C'est un constat de faillite de gouvernance. Quand un ancien président utilise le mot dangereux, il envoie un signal aux supporters et aux investisseurs. Cela suggère que les fuites internes et les résultats ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'instabilité est telle que même le totem de Florentino Pérez semble vaciller. Donc ça ouvre la porte à des candidats comme Enrique Riquelme qui pourraient surfer sur ces sentiments de fin de cycle. Bon, pour moi, nous assistons à la fin d'une ère de stabilité absolue. La stratégie habituelle de Florentino Pérez, verrouiller la communication et se concentrer sur les grands projets Bernabéu, Super League, ne suffisent plus à masquer les fractures du vestiaire et l'usure du pouvoir. Donc les mots de Calderón, bien que teintés par leur rivalité passée, soulignent une vérité. Le Real de Madrid traverse sa crise institutionnelle la plus grave depuis 2009. Les élections à venir ne seront qu'une formalité, mais un véritable référendum sur l'identité du club. Qu'est-ce que vous en pensez? On a M. Javier Tebas aussi, qui a parlé de Florentino Pérez. Il dit: c'est triste qu'un homme comme Florentino Pérez, avec tout son prestige dans le monde des affaires et tout ce qu'il a accompli pour le Real de Madrid, doit venir mentir et dire ce genre de choses. Tout le monde sait que je suis supporter du Real de Madrid, même si je prends un peu de recul en ce moment. J'ai de la peine pour le Real de Madrid car on ne peut pas continuer à raconter des mensonges tout le temps. Bon, l'intervention de Javier, président de la Liga, ce n'est pas une simple réaction du supporter dessus, c'est une attaque politique frontale, on a qu'à se dire la vérité. Le timing et le ton employé marquent une rupture définitive. L'instance dirigeante du football espagnol est le club le plus titré du pays. En utilisant des mots comme triste et mensonge, Tebas s'attaque directement au prestige de Florentino. Il critique pas le président du Real, mais sur ses choix tactiques. Il critique sur l'intégrité de l'homme d'affaires et c'est une tentative claire de briser l'aura des faillibilités de Pérez
que Pérez a construit autour de lui, surtout après une conférence de presse où ce dernier a dénoncé des complots extérieurs. Tebas aussi, il réaffirme son attachement au Real de Madrid pour mieux légitimer sa critique en se positionnant comme un supporter qui prend du recul. Il se présente comme la voix de la raison face à une dérive autoritaire. C'est une manœuvre habile pour isoler Pérez des sociaux. Il ne s'attaque pas à l'institution du Real de Madrid qui prétend protéger, mais la gestion actuelle qui juge toxique pour l'image de la Liga. Derrière cette passe d'âme verbale se cache le véritable nerf de la guerre, le projet de la Super League. Débat c'est que tant que Pérez est au pouvoir, la menace d'une ligue fermée pèsera sur les championnats domestiques, en alimentant le feu des critiques après la conférence de presse de Pérez. Tebas espère affaiblir son plus grand opposant politique au moment où celui-ci doit faire face à une contestation interne inédite et à l'émergence de nouveaux candidats. Donc là, nous atteignons à un point de non-retour. La Liga ne peut pas prospérer sainement quand son président et le président de son club phare se traitent mutuellement de menteurs par voie de presse. Donc si Pérez a souvent utilisé la communication pour protéger le club, l'usure de son discours est ici flagrant. Tebas lui profite de cette vulnérabilité pour porter l'estocade. Pour le Real de Madrid, le danger est de devenir le terrain d'une guerre d'ego qui dépasse le cadre du terrain. Si le club ne retrouve pas rapidement une stabilité institutionnelle, ce sont les images des marques et son attractivité auprès des futurs sponsors qui pourraient en pâtir, bien plus que les résultats sportifs d'une saison. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Carlo Ancelotti qui dit le Real de Madrid, il faut reconstruire l'ancienne génération. Ils ont perdu des joueurs vraiment importants, Casemiro, Modric, Kroos, Benzema. L'ambiance au sein de l'équipe est primordiale. Elle émane de ces joueurs qui ont plus de caractère, plus de personnalité et plus de leadership. Le Real a donc besoin du temps pour recréer cette atmosphère qui lui a permis de connaître tant de succès dans le passé. Ce n'est pas seulement un problème de qualité technique. Pour réussir, il faut trouver le bon équilibre. Quand j'étais à Madrid, j'avais une idée et j'essayais d'en discuter avec les joueurs pour avoir leur avis. On l'a même fait en finale de la Ligue des Champions. Quand j'ai une idée, le joueur doit y adhérer. Je ne veux pas imposer des stratégies. Parler avec le joueur n'est pas un signe de faiblesse. Dans ma carrière, c'était essentiel. J'ai reçu beaucoup d'idées de joueurs. Pirlo, par exemple, quand je l'ai positionné en milieu défensif, c'était son idée. Bon, les mots d'Ancelotti agissent comme une leçon de management et de sociologie du football. Alors que le Real de Madrid traverse une tempête institutionnelle, l'ancien mystère rappelle une vérité fondamentale. Une équipe ne se résume pas à l'accumulation de talents sur une feuille de match. Ancelotti lui met le doigt sur le problème majeur. L'après 2024, les départs successifs de pas mal de joueurs n'a pas seulement amputé l'équipe de qualité, mais son infrastructure mentale. Ces joueurs étaient les gardiens du temple, ils savaient gérer les temps faibles d'une finale de Ligue des Champions sans paniquer. Aujourd'hui, malgré l'immense talent des jeunes, le Real de Madrid sent parfois orphelin de cette boussole émotionnelle capable de dicter le rythme d'un match sous pression. Donc, sa confidence sur Andrea Pirlo ou la finale de Ligue des Champions montre sa philosophie. Le football appartient aux joueurs. En soulignant que consulter ses cadres n'est pas un signe de faiblesse, il envoie un message subtil à la direction et aux futurs entraîneurs. Dans un club comme le Real de Madrid, où l'écho est c'est une composante structurelle, le succès ne vient pas d'un schéma tactique rigide imposé du haut, mais d'une adhésion collective. Ancelotti, excusez-moi, réclame du temps pour recréer l'atmosphère et c'est une analyse la plus lucide, mais la plus difficile à faire au Real de Madrid. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Allez, donc on se dit à très bientôt pour une autre actualité du Real de Madrid. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.